Alors, il semble que nous voyons les gens arriver dans la salle virtuelle. Bienvenue à notre sixième webinaire sur les maladies avancées de VIH. Je pense que ce sera un de nos préférés parce que ce sera très ouvert, une période de questions assez fluide. Mais d'abord, laissez-moi passer la parole à Bruce Streminger de ECHO pour nous donner quelques petites indications sur le déroulement. Bienvenue à tous. C'est un plaisir, encore une fois, pour le projet ECHO de venir en aide à cette importante série d'éducation sur les maladies avancées de VIH dans le contexte de la COVID-19. D'abord, quelques éléments de base. Nous avons de l'interprétation en espagnol et en français. Alors, nous vous invitons que nos amis francophones et espagnols peuvent profiter de cette opportunité. Au bas de l'écran Zoom, vous allez voir un petit globe, c'est-à-dire à interprétation. Vous n'avez qu'à cliquer et ensuite vous aurez les options pour le français et l'espagnol. Alors, profitez de cette opportunité. Également, il y a une fonction de boîte de discussion, le chat. Si vous avez des problèmes techniques, envoyez un message à ECHO IT pour tout problème que vous pourriez expérimenter avec le Zoom. La façon principale avec laquelle nous voulons que vous partagiez vos commentaires et vos questions, c'est d'utiliser la fonction Q&A qui est également dans la barre d'outils au bas de votre écran. Alors, nous allons évidemment surveiller cette bande de questions et réponses et nous allons tenter de nous y intéresser. Toutes les présentations, toutes les diapositives et l'enregistrement seront partagés à tous ceux qui se sont enregistrés avant la session. Alors, vous recevrez un courriel de suivi. Cette session est enregistrée. Alors, votre présence, c'est un consentement d'être enregistré. On vous remercie. Également, il y a des crédits de développement professionnel continu par l'Université New Mexico, où est basé l'Institut ECHO. Il y a un lien dans l'annonce qui a été faite ce matin et nous allons partager un lien dans la boîte de discussion, environ 15 minutes avant la fin de la discussion. Nous voulons avoir vos échos. Il y aura un petit sondage d'une dizaine de questions et c'est ce qui nous permet d'améliorer la qualité de ces sessions. Alors, s'il vous plaît, complétez le sondage et comme ça, nous aurons votre certificat CME automatiquement. Maintenant, à vous, Tom. Merci. Bruce. Et voilà, laissez-moi vous présenter mon écran maintenant. Alors, comme j'ai dit, bienvenue. C'est notre session continue sur la série des maladies avancées du VIH dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Et il y a eu plusieurs questions que vous avez posées au cours des dernières semaines dans la fonction de questions-réponses sur le Zoom webinar au cours des 5 dernières sessions. Et nous avons aussi encouragé d'utiliser cette fonction dans cette session aussi. Et nous allons tenter de répondre à ces questions en direct. Poser les questions, ce sera moi. Il y a Tom Chiller, mon collègue Alex Jordan, ici au Centre de contrôle des maladies. On a également avec nous un collègue en Afrique du Sud. Juste pour vous donner une idée de quelques questions qui ont été posées régulièrement. Nous avons souvent entendu comment la COVID-19 a un impact sur le risque de mortalité pour les gens qui ont le VIH, comment les programmes de tuberculose, de VIH doivent s'adapter, quelles sont les implications pour la réponse communautaire, comment gérons-nous les stigmas qui sont associés à tout cela, et plusieurs questions médicales générales. Nous allons tenter de répondre à ces questions aujourd'hui. Alors, laissez-moi commencer en vous présentant notre collègue estimé qui
enfin, nos collègues estimés qui ont accepté d'être sur le panel. Nous avons le docteur Norbert Njeka, qui est directeur du programme de résistance aux médicaments en Afrique du Sud pour les gens atteints de tuberculose. C'est aussi un médecin de famille avec beaucoup d'intérêt pour les soins de VIH et de tuberculose et membre du Global Fund Technical Review Panel. Et Norbert, nous avons aussi le docteur Gilles Van Clusen, avec Médecins sans frontières, et travaille avec les groupes de travail sur le VIH dans l'unité d'Afrique du Sud. C'est un épidémiologiste, un cherchiste et un activiste. Nous avons aussi Solange Baptiste, qui est directrice exécutive de la coalition de traitement international. Elle est activiste et elle a des alliés à travers le monde pour mener la mission, pour avoir accès de façon optimale et abordable pour les traitements de VIH et les interventions. Elle fait cela depuis plusieurs années et travaille avec plusieurs groupes, incluant le PEPFAR, le programme d'aide présidentielle d'urgence pour la lutte contre le sida. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Dr. David Nea, qui est un professeur associé à l'école de médecine en Ouganda et aussi professeur adjoint à l'Université du Minnesota. Il est doyen de l'équipe pour l'Organisation mondiale de la santé sur le VIH. C'est un scientifique clinicien impliqué dans plusieurs recherches et beaucoup centré sur les infections du système central nerveux. Et finalement, nous avons Marianne Davies qui est avec nous. Elle est spécialiste de santé publique et également spécialité à l'Université Cape Town, où elle est directrice pour le Centre de recherche épidémiologique. Et elle mène le module sur les maladies infectieuses pour le Centre de maladies infectieuses en Afrique du Sud. Alors, nous allons commencer cette session de questions-réponses avec une courte présentation du professeur Davis. Comment les données, les informations du Cap de l'Ouest et certains des risques pour les patients atteints de VIH avec la COVID. Alors, professeur Davis, je vous cède la parole pour que vous partagiez votre écran. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran, ma diapositive? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, merci pour cette opportunité de partager ces résultats pour le lien entre le VIH, la tuberculose et la COVID-19. Je suis évidemment à l'Université de Cape Town et je suis avec les gens du département de la santé. Vous savez probablement que la province du Western Cape et Cape Town, c'est un bel endroit pour les vacances. C'est probablement précisément parce que c'est une destination touristique populaire que la province du Western Cape a été la première à avoir une augmentation fulgurante de cas. Et au cours des derniers mois, nous avons été reconnus comme l'épicentre de l'épidémie en Afrique du Sud. Où nous en sommes aujourd'hui, présentement, nous avons 62 157 cas dans la province et nous ne testons plus tout le monde dans Cape Town. Il y a seulement les gens qui sont admis à l'hôpital ou ceux qui ont 55 ans et plus. Nous ne pouvons pas vraiment comparer nos chiffres avec d'autres provinces. Et nous avons eu 1824 mortalités et nous avons vu que ça a été très concentré dans la région métropolitaine, même si c'était un peu partout. Et nous n'avons pas seulement la COVID. Nous avons aussi un grand nombre de gens atteints de VIH et de tuberculose. Désolé, cette diapositive était simplement pour montrer l'augmentation des mortalités dans la province. Et
alors que nous avions un temps d'environ 8 jours où ça se doublait. Et le graphique à la gauche, vous pouvez voir que dans les autres provinces en Afrique du Sud commencent à rejoindre. Et à la droite, c'est une diapositive beaucoup plus qui nous montre au niveau des mortalités pour toutes les journées du calendrier. Et vous pouvez voir que si on se compare à différents pays, vous pouvez voir le pic dans certains pays et comment leurs chiffres ont chuté. Et même si ce n'est pas peut-être correct de comparer une province avec tout un pays, mais c'est probablement une façon de nous montrer à quel point que ça a changé, à peu près à l'exception du Chili. Et c'est le taux de mortalité que nous avons vu et la question que l'on se pose, que l'on voulait savoir et qui était urgente pour nous, c'était quels seraient les effets des gens atteints de VIH et de tuberculose pour la COVID-19. Et nous n'avions pas beaucoup de données du reste du monde en termes de VIH et de tuberculose. Au cours des dernières années, dans la province de Western Cape, nous avons développé un centre de développement pour amener toutes les données ensemble de patients individuels pour de différents systèmes dans le système de santé. Alors, nous voulions avoir les données de nos hôpitaux, de nos cliniques familiales, évidemment des centres de traitement des maladies, afin que l'on puisse, parce qu'on implique tant le secteur privé que public et nos pharmacies. Et de ces données, nous pouvons inférer que des gens ont des maladies communes, soit selon différents tests qui sont donnés, et pour que l'on puisse voir. Alors, ce que nous allons inférer sur la diapositive, et ce sont des données qui, sur les tests de VIH, c'est les tests d'analyse de CD4, et tout cela, vous pouvez voir que dans le cas du diabète, les gens qui ont le VIH et les thérapies, la trithérapie. Alors, il y a des éléments qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués, par exemple, comme l'obésité, comme les fumeurs, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires. Alors, on a besoin d'autres informations. Et selon les données que nous avons eues, nous avons pu avoir une cohorte virtuelle de 3 500 000 patients actifs au début de cette épidémie, au mois de mars, alors que nous avions notre premier cas. Et ce sont tous des gens qui avaient visité au cours des 3 dernières années. Et nous devions vérifier s'il y avait une certaine comorbidité, qu'il y a des chances qu'ils puissent être plus vulnérables. Et ce que nous avons fait, c'est regarder aux facteurs associés avec la mortalité liée à la COVID-19 dans la population. Par exemple, vous avez peut-être des études qui ont été menées au Royaume-Uni. Et c'est de voir l'analyse de survie entre le 1er mars et en date du 9 juin. Et nous avons inclus toute la population, peu importe s'ils ont testé ou non, et pour voir les résultats de la COVID-19. Des gens qui seraient morts pendant cette période, alors que nous étions très vigilants pour avoir des diagnostics de COVID-19, pour voir s'ils avaient la COVID-19. Nous avons aussi regardé les facteurs associés avec la mortalité dans les cas de COVID-19 et les admissions à l'hôpital. Et en raison du PHD, nous avons dû ajuster pour les locations dans la province, également pour ajuster les endroits où économiquement c'était plus difficile. C'était pour les patients du secteur public, qui sont à peu près 75% des gens de la province. Et un grand pourcentage qui sont déjà atteints de VIH. Et il y a d'autres qui ont accès plutôt au secteur privé
et c'est de calculer également la mortalité standardisée pour les gens qui ont le VIH ou les gens qui n'ont pas le VIH pour la province. Alors, juste pour avoir un regard un petit peu plus précis, sur la gauche, vous avez ceux qui n'avaient pas de diagnostic de la COVID-19, 21 683 qui ont eu la COVID-19 et qui ne sont pas décédés, parce que nous sommes un mois plus tard. Alors, et sur la droite, vous avez 625 patients qui sont décédés de la COVID-19. Si on regarde nos cas de COVID-19, c'est assez similaire. Nous voyons plus d'hommes, plutôt moins d'hommes, et beaucoup de gens de la santé qui ont été infectés, prédominamment des femmes, et également des gens qui avaient du diabète, d'hypertension, mais très peu qui avaient nécessairement du diabète ou du VIH. Si on regarde les gens qui sont décédés, d'abord, ils sont plus vieux, comme on le prévoyait. On a également beaucoup de prévalence de tuberculose, mais pas nécessairement beaucoup, non plus pour le VIH. Ce que nous pouvons voir, c'est que dans ceux qui sont environ 72% étaient immunosupprimés. Alors, ils avaient un très bas taux de CD4. Si on compare les gens qui sont décédés de la COVID et qui avaient le VIH et ceux qui n'avaient pas le VIH, ce qui est la grande considération, c'est l'âge. Beaucoup de gens en bas de 60 qui étaient séropositifs, qui sont décédés, peut-être parce que les problèmes de séropositivité sont beaucoup plus grands. Mais j'ai fait dans ce graphique, c'est de comparer la prévalence du VIH chez les mortalités de la COVID-19 en comparant les différents groupes. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de cas de gens qui étaient séropositifs qui sont décédés par rapport à ceux qui ne l'avaient pas. Alors, on dit qu'environ le tiers des gens qui avaient la COVID qui mouraient avaient aussi le VIH. Alors, nous avons vraiment voulu enquêter davantage. En termes des autres maladies, on voit que les gens soit qui étaient VIH ou séronégatifs, il y a de plus hauts risques pour les gens qui ont du diabète, de l'hypertension, et comme nous l'avions anticipé, il y a plusieurs tests positifs qui avaient été aussi diagnostiqués en même temps que la tuberculose. Alors ici, ce sont nos analyses dans toute la population d'environ 3 500 000 personnes. Alors, le graphique à la droite nous montre un peu la même chose que ce que l'on voit à gauche. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un risque plus élevé chez les hommes et plus élevé lorsque les gens vieillissent. Alors, je veux vous rappeler que nous regardons tous au risque relatif de mourir de la COVID-19 par rapport à tous ceux qui vivent dans la population. Alors, le risque actuel de mortalité est très bas dans notre population. On parle de 24 morts pour chaque million d'habitants. Alors, même si ce sont tellement, c'est beaucoup plus bas en termes de risque absolu de mort. En termes des autres comorbidités, c'est assez ce que nous avions prévu, c'est qu'il y a un risque accru pour les gens qui souffrent de diabète et aussi pour les problèmes d'hypertension, des problèmes de reins et les problèmes pulmonaires. La combinaison entre tuberculose et VIH, nous voyons avec les cas VIH et de tuberculose qu'il y a une augmentation. Même si c'est ajusté, et certain qu'il y a des enjeux socio-économiques, des découvertes résiduelles à faire, mais
nous pouvons voir qu'il y a ici, ça c'était, on regardait là dans le secteur public. Maintenant, si on regarde dans toute la population, et c'est de comparer les chiffres actuels avec les gens qui ont le VIH, avec est-ce qu'ils ont même le même risque de mortalité de gens qui ne l'ont pas, le VIH. Et le résultat est environ presque le même. L'analyse finale, c'est la même réponse de deux différentes enquêtes. On parle d'environ 2,4 et nous pouvons parler 8% de nos morts dans le secteur public reliés au VIH. Alors, maintenant, en termes de virémie et d'immunosuppression pour les patients qui ont la COVID-19 et le VIH, alors, ceux qui ont le VIH et qui se portaient bien, ceux qui allaient probablement bien, c'est un peu plus long, ou s'ils ont eu d'autres traitements de plus de 2 ans, et ceux des gens que nous savions qui n'allaient pas très bien, qui avaient déjà un low taux de CD4. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dans tous ces groupes, nous voyons le risque accru et de façon très similaire entre les groupes qui avaient la thérapie antirétrovirale et le CD4. Alors que nous assumions que c'était des patients actifs, c'est possible que certains se sont déplacés, ont quitté la province et qui ont encore aussi des risques de tuberculose. Le point est pour les gens qui n'étaient pas bien, c'est plus élevé, mais ce sont quand même des chiffres relativement bas dans le contexte général. Sur la gauche, vous avez les mêmes résultats pour la population dans notre analyse. Au centre, quand on regarde simplement les cas, et à la droite, les admissions à l'hôpital. Alors, c'est une diapositive beaucoup plus chargée. Alors, j'ai coupé dans le vert, c'est séparé par le sexe et l'âge. Par la suite, les facteurs de risque. Et ce que l'on peut voir, alors que l'on parle de patients qui sont plus malades, et il y a des cas qui sont symptomatiques ou asymptomatiques, et décider qu'ils étaient assez malades pour se retrouver dans une admission hospitalière. Et cela a fait du sens parce que si on regarde les différents groupes, ceux qui n'ont pas de comorbidité, mais même dans les cas d'hospitalisation, on voit une augmentation de 50% de risque de mort pour ceux qui ont des tuberculoses ou la VIH. Alors, nous pouvons voir que cela se vérifie. Et je pense en conclusion, on parle d'environ 2 fois plus de morts associées à la COVID-19 associées avec le VIH et la tuberculose. Mais c'est important de se souvenir que le risque actuel de la COVID-19 dans ce groupe, même en doublant le risque de mort, le risque demeure quand même bas. Et on parle de moins de 10% de morts de la COVID-19 qui pourraient être attribués au VIH et à la tuberculose. Alors, je voudrais remercier le département de santé du Western Cape, nos travailleurs de la santé, également le centre de données provincial de santé mené par Andrew Bull, et également, je voudrais vous remercier à vous tous pour votre attention. Merci. Merci énormément pour cette présentation concise et importante, avec beaucoup d'informations. Je voulais commencer notre discussion. Prof. Davies, je vais vous poser quelques questions rapides que je vois arriver et que peut-être vous pourriez clarifier. Je veux entendre aussi Solange et peut-être Gilles sur leurs commentaires.
sur ces données, la situation. Mais commençons avec vous, professeur Davis. Il y a une question qui est venue. Je pense que vous avez répondu, mais juste pour être clair. Est-ce que les patients qui ont le VIH et la COVID-19 vont demander davantage à consulter pour la COVID? Je pense que c'est une préoccupation pour tous les patients qui ont des comorbidités, parce qu'il y a des gens qui peut-être qui n'ont pas accès aux soins de santé. Alors, nous avons regardé les probabilités d'être diagnostiqués à la COVID d'abord, et il y avait un risque un peu plus élevé d'être diagnostiqué avec la COVID-19 si vous aviez déjà le VIH. Je pense que c'était environ une augmentation de 20 %. Mais ce qui est beaucoup moindre que d'autres comorbidités. Parce que il y a aussi des gens qui ont déjà accès aux services de santé, mais je pense que ce que nous voyons, ce n'est pas juste une question d'accès, mais c'est de voir, même lorsque l'on restreint les cas aux patients hospitalisés. Et le problème, quand on restreint les cas, c'est, même s'il y a cet enjeu de possibilité d'avoir plus de diagnostic avec des gens qui ont le VIH, c'est que vous excluez tous les gens qui sont asymptomatiques. Et du coup, vous n'aurez pas peut-être le portrait global de la comorbidité. Pour faire un suivi, pourquoi croyez-vous que vous voyez cela, que vous êtes les premiers à rapporter cette dissociation, vos réflexions là-dessus? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Probablement que nous avons été un des premiers endroits où il y a un très haut taux de VIH et que nous avons dû expérimenter avec les tests pour la COVID. Ce que nous avons vu, si on regarde simplement les patients hospitalisés, l'effet est atténué. Et il y a eu des petites études qui ont été menées dans les hôpitaux et qui n'ont pas trouvé un risque beaucoup plus accru de mortalité, mais les chiffres étaient petits. Et quand on a des plus petits nombres de chiffres, les possibilités de voir vont être beaucoup plus basses de voir. Mais je pense que nous avons aussi un profil d'âge différent et un profil de comorbidité différent par rapport à l'Amérique. Alors, peut-être que ce n'est peut-être pas juste le VIH comme tel, mais c'est le profil de nos patients à qui ont le VIH qui mène à ces conclusions. Et je ne sais pas comment important ce l'est, que c'est l'étude qui a été publiée la semaine dernière provenant de l'Espagne. La plupart de nos patients, mais il y a une combinaison et possibilité, une espèce de protection qui rend cela plus difficile pour isoler les cas de VIH comme tel. Mais je voudrais souligner que je ne prends aucune critique pour cela, mais il y a ça a commencé bien longtemps avant que je me joigne à la province, mais c'est très difficile à faire avec cette population. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes les premiers à le voir, parce qu'on parle d'une population qui a un haut taux de comorbidité. Et dans nos analyses, nous n'ajustons pas pour l'âge parce que, et l'effet de la croissance pour les comorbidités, je pense que d'avoir ces résultats nous permettent d'avoir une expertise dans ce domaine. Merci. Merci pour cette information. Et très intriguant et je suis d'accord que ce sont des données qui sont fantastiques à avoir. Je vais maintenant demander, Solange, vous, des commentaires sur ces nouvelles données, des réflexions sur la population du VIH. Qu'est-ce qui vous passe par l'esprit, si vous voulez partager? Merci, Tom. Alors,
D'abord, merci, Marianne, pour cette présentation très intéressante, très instructive. Et pour faire ce genre de recherche, c'est très important. Je pense que cela permet de répondre à des questions que les communautés se posaient. Et je pense que, comme d'une perspective non clinique dans ce panel, ce que nous tentons de faire à ITPC, c'est que cela signifiera quelque chose pour que les patients se protègent et protègent les autres. Et le but de ces recherches, c'est de sauver des vies. Alors, une question que on faisait poser, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation à savoir comment vous pouvez l'attraper, comment ça peut se propager, comment vous pouvez vous préparer. Si je vis avec la VIH, est-ce que je vais mourir si j'ai la COVID? Une, et l'étude a regardé sur la mortalité, toutes les issues, mais nous n'avons pas regardé dans cette étude particulière. On a plus de chances d'attraper la COVID-19 parce que je suis séropositif. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion quant aux symptômes de la COVID qui peuvent être confondus avec les symptômes de la tuberculose. Et je pense que cela nous donne une perspective. Ça nous aide à clarifier ces différences entre. Et je suis vraiment heureuse par la dimension de cette étude. C'est une étude qui nous permet de voir que c'est un facteur qui est associé à la COVID-19, mais je pense que nous devons aussi aux désavantages structuraux des gens qui vivent avec le VIH. Et la question, je ne sais pas si c'est très spécifique à l'Afrique du Sud, je pense que ce n'est que le début de ce que nous devons suivre comme piste. Alors, je vais simplement vous remercier. Merci, Solange. Peut-être ajouter, nous avons entendu Solange parler de l'implication communautaire. Est-ce que quelqu'un a un commentaire sur la problématique des applications de ces constatations? Est-ce que ça a des implications pour les programmes et les services? Si je peux, merci Marianne. C'était vraiment très intéressant comme présentation. Je suis encore un peu mystifié par le, euh, le manque d'impact sur l'impact viral. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que il y a un risque plus élevé chez les gens les plus jeunes qui vivent avec la VIH. Et je pense que cela va changer notre message, euh, alors que nous sommes tellement concentrés sur les plus vieux groupes d'âge avec des comorbidités. Mais les gens avec le VIH semblent mourir plus jeunes aussi. Et j'étais un peu préoccupé auparavant avec les dommages collatéraux de la COVID et avec la tuberculose et le VIH. Et c'est l'impact sur la tuberculose. Mais pour moi, cela souligne encore plus l'importance d'augmenter les efforts pour maintenir et pour regagner les pertes au niveau des services de VIH, des services pour la VIH et de la tuberculose en raison de la réponse à la COVID-19. On sait qu'il y a eu moins de tests sur le VIH et sur la tuberculose. Pour moi, cela souligne l'importance d'augmenter notre réponse au VIH au niveau de où c'était avant la COVID-19, des traitements, la détection, les tests et, faire du rattrapage. Parce que essentiellement, on a beaucoup interrompu les suivis, en partie en cause de la COVID. Merci. Gilles. Marianne, est-ce que vous vouliez revenir sur les commentaires de Gilles sur l'urologie et peut-être ensuite entendre Norbert sur les problématiques?
Oui, c'est curieux et ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions, mais ce que nous pensons qui se passe, c'est que les mécanismes peuvent être différents pour les gens qui sont immunosupprimés. Et, ce que nous savons, c'est que euh, même au-delà des chiffres, alors que le retour à la normale, et il y aura quand même des dysfonctions immunitaires qui vont rester. Je ne suis pas immunologiste, mais il y a des hypothèses sur l'expression dans le milieu et en termes pour les gens qui souffrent d'immunosuppression, mais il y a aussi des gens qui étaient plus vieux et qui avaient plus de comorbidité. Et peut-être qu'il y avait un effet interactif et une combinaison avec le VIH. Il y a des hypothèses sur l'effet au niveau de l'âge et des comorbidités. Alors, nous avons certainement vu des gens qui souffraient de VIH avec aussi du diabète et d'autres problèmes de santé. Oui, c'est curieux et nous ne savons pas. Et c'est un autre ensemble sur lequel nous devons avoir des réponses, nous devons mieux comprendre et évidemment pour aussi mieux traiter la COVID si nous pouvons aller au fond des choses. Euh, je pense que ce pourrait être, nous avons parlé des implications en termes de facteurs de risque, mais peut-être que la question pour Dr. Narber peut nous parler des implications de la COVID-19 sur les diagnostics de tuberculose, surtout chez les gens qui résistent aux drogues multiples parmi les tuberculeux. Merci. Peut-être que je peux partager rapidement mes diapositives et couvrir cette question. Alors, ce que vous venez de dire, c'est ce qui me préoccupe, c'est que quand on regarde à nos données, euh, le Western Cape a d'habitude le moins de séroprévalence au pays. En termes de mortalité liée à la tuberculose, c'est aussi le plus bas au pays. Alors, quand je vois ces chiffres, ça me dit que probablement, quand nous allons avoir les données pour le reste du pays, que nous verrons là où c'est encore pire et là où ça devient problématique. Alors, une des choses que nous pensons qui doit être faite maintenant, c'est de nous concentrer sur ce que nous avons fait dans le passé en regard à la lutte contre les tuberculoses résistantes aux drogues et travailler sur les nouveaux diagnostics en Afrique du Sud. C'est très important parce que c'est un gros problème. Et bien aujourd'hui, nous avons évidemment des conséquences par rapport à la COVID, mais parallèlement à tout cela, nous avons la recherche et l'implantation, la décentralisation, l'utilisation efficace des équipements de protection personnelle, l'utilisation de partenariats. Nous avons plusieurs partenaires et cela donne un exemple à quel point les bons partenariats peuvent faire entre les universités et, et les gouvernements. Mais aussi, il y a aussi des opportunités. Nous avons eu des difficultés pendant des années à inciter les gens à porter des masques dans les institutions. Et aujourd'hui, quand je vois tout le monde en public, dans les centres d'achat, avec des masques, et que c'est très important de capitaliser là-dessus, même après le confinement. Tout le monde dit qu'il faut retracer les contacts et cela se fait, plus de dépistage, plus de tests. Alors, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles
au niveau de la tuberculose que nous pourrons exploiter. Mais quand je vois la lutte contre la COVID, nous sommes à la phase 3. Nous avons eu la phase 1, où nous étions tout simplement en train de nous préparer. Et ensuite, il y a eu l'étape où on allait venir en aide à toutes les équipes de réponse à la COVID. Et maintenant, nous réalisons que nous sommes dans le trouble. Nous sommes dans le trouble parce que il y a beaucoup d'enjeux. Par exemple, toutes les questions de tuberculose. Nous savons qu'un millier de patients qui sont enregistrés au cours des 6 premiers mois. Nous en avions au moins 5 000, 4 5 000 par mois dans les années précédentes. Alors, ça nous dit qu'il y a bien des gens qui sont restés à la maison, qui ne sont pas venus après le confinement. Alors, quoi faire? On passe à la phase 3, ce qui est l'intégration de toutes les activités de la COVID-19 et avec les services pour la tuberculose. C'est pour vous donner une idée. En termes de proportion de patients avec le tuberculose et qui sont aussi atteints de COVID-19, quand on regarde la proportion qui avait un historique, comme vous pouvez le voir, ici, 19,1% de patients qui, c'est probablement ce que l'on va voir. Je ne sais pas si on a toutes les données, mais plus que 10%. Alors, ce sont des gros chiffres et nous sommes très préoccupés par le nombre de cas qui diminuerait et par que les données soient incomplètes. Juste pour terminer, pour répondre directement, qu'est-ce que l'on fait? Alors, nous pensons qu'il y a 5 enjeux majeurs, 5 niveaux, 5 étapes qui peuvent être, d'abord, établir des structures de coordination qui nous aident à regarder ce que vous appelez ce qui se passe. On se rencontre à toutes les semaines, tous les mardis de midi à 2 heures, et pour discuter de tous les ordres. Et dans ces rencontres, nous échangeons sur les données au niveau des districts et nous discutons tous les enjeux. Et nous parlons d'intervention au niveau des cliniques, des hôpitaux, mais nous préparons également les interventions au niveau communautaire. Et bien sûr, le monitoring, l'évaluation sont des clés. Alors, c'est ce que nous faisons présentement pour tenter de répondre à une situation difficile. Nous espérons que quand tout sera en place, que les patients vont revenir et que l'on va recommençons à détecter davantage de cas. Merci. Merci. Très intéressant de vous entendre tous jusqu'ici. Et je suis heureux que nous avons encore environ une trentaine de minutes pour continuer. Nous allons échanger un peu et parler un peu de certains sujets qui ont été abordés, des sujets, des questions au sujet de la crypto et des multidoses de médicaments. Je sais qu'on en a parlé dans des webinaires précédents. Une question clinique qui nous est arrivée de quelques personnes un peu plus tôt. Si vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas accès au diagnostic de cryptococique, vous avez un patient qui arrive avec un mal de tête. Vous n'avez pas accès au CD4, alors vous ne savez pas quel est votre statut immunitaire est. Et la question, c'était, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le traitez de façon empirique? Est-ce que vous tentez de les envoyer dans une autre clinique qui peut faire un test CRAG ou un compte de CD4? Comment géreriez-vous cette situation? Quelles sont vos recommandations? Merci, Tom. C'est une question qui nous lance tout un défi. Parce que nous avons, dans certaines zones en Afrique, nous avons des ressources limitées. Je pense que la méningite cryptococique, le patient qui arrive avec une méningite cryptococique soupçonnée, ce serait de le traiter
de la même façon que l'on traiterait un patient que l'on soupçonne être atteint d'une méningite. Évidemment, je pense qu'on peut, de façon clinique, on peut, si nous sommes dans un contexte où l'on peut faire une ponction lombaire, je pense que ce serait la première chose que je ferais. Si nous n'avons pas le problème au kit pour le testing, c'est un problème. Je pense que c'est de pouvoir faire le test cryptococique, mais nous aurions obtenu. Alors, je pense que la clé, c'est d'abord d'avoir une ponction lombaire et voir s'il y a une pression. Je pense qu'on peut dire, lorsque vous placez l'aiguille, vous sentez la pression. Si c'est sous pression, ça augmente vos soupçons de méningite cryptococique. Mais prenons un peu de recul. Juste prendre le CSF c'est important pour le patient et techniquement, vous considérez cela comme une ponction lombaire thérapeutique, même si vous n'avez pas le test d'antigène cryptococique sérique. Vous pouvez aussi envoyer le CSF à un autre laboratoire. C'est là où vous pourrez le faire de façon idéale. Autre chose de base que de regarder au microscope le CSF, si vous voyez les considérations seraient élevées sur votre liste de méningite cryptococique ou de méningite, mais ce serait vraiment d'envoyer ce CSF pour un test, ce serait utile. Vous pourriez aussi commander le fluconazole. Dans certains cas, je pense que ça a été recommandé. Mais le traitement de cryptococique, si vous n'avez pas le CD4, mais que vous avez un patient dans ce scénario, je ne pense pas que c'est critique. Je pense que les employés, pour déterminer, pour les faire traiter pour la méningite cryptococique, serait probablement la voie la plus rapide. Merci, David. Merci, David. Je veux revenir sur l'aspect communautaire. Je pense que ce sera pour Solange. Après avoir vu ces présentations sur la COVID-19 et sur les impacts potentiels sur les soins de VIH et même en l'absence de VIH, je vois des interventions accrues au niveau communautaire. Mais la question, c'est comment le lien pour le VIH peut être amélioré d'une perspective communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres activités communautaires, d'autres partenariats de gouvernement qui devraient nous appuyer pour éviter la prolifération de maladies de VIH? Oui, c'est une très grosse question. Je pense que si nous pensons de maladies avancées de VIH, nous devons penser, il y a quelques éléments critiques. Je pense qu'à la base, c'est le stigma. Je pense que quand nous commençons à regarder tous les traitements cliniques et le taux de mortalité élevé de la combinaison COVID, VIH et tuberculose, si on considère les stigmas, cela prévient les gens de maintenir leur traitement ou même d'entrer dans le système de la santé. Et je pense que si on peut éviter le stigma, on aura beaucoup de solutions. Désolé, il y a une cloche ici qui sonne, il y a quelqu'un qui tente de me rejoindre. Alors, je pense que nous devons voir les communautés qui font partie de la livraison de services et ces équipes. Je pense qu'il y a les gens qui ne sont pas bien dans les hôpitaux et la préoccupation, c'est que les gens qui ne sont pas bien dans les hôpitaux reçoivent leur congé. Ils sont dans une condition fragile avec des instructions un peu confuses et ceux qui sont bien sont pas bien à la maison, mais ceux qui sont bien à la maison, mais ils sont quand même
sont de façon clinique séropositifs. Alors, de voir qu'il y a une équipe qui inclut la communauté et les membres de la communauté comme fournisseurs de soins de santé, comme plan stratégique global de traitement. Dans la perspective situation de la COVID-19, nous avons vu des gens arriver avec plusieurs innovations, pas seulement donner des médicaments, mais de renforcer les comportements, de détecter les symptômes, de demander aux gens, les travailleurs de la santé, d'aller vers le triage et de faire de la référencement, alors que c'est demandé, alors que plutôt qu'on le fait dans une visite routinière. Je pense que nous devons considérer des équipes qui incluent les travailleurs de la santé communautaire pour exposer moins les gens dans des contextes hospitaliers et que les gens reçoivent des soins à la maison. Il faut peut-être repenser la possibilité d'avoir des soins à la maison pour les gens qui sont avec leur père. Et je pense que ça enlève aussi les enjeux de stigmatisation. Merci. Je pense que nous avons eu quelques questions en direct. Commençons avec Marianne et ensuite nous irons à Gilles. Marianne, une question que vous vouliez répondre. Est-ce que vous avez vu les comptes de CD4 aux gens dont les mortalités n'étaient pas associées à la CDFA? Oui, c'est une très bonne question. Dans notre directive nationale, si quelqu'un est sous les traitements d'immunosuppression, on ne fait pas les traitements de CD4. Et alors, nous, pour plusieurs des patients qui ont des problèmes d'immunologie, nous n'avons pas de solution CD4. Mais ce que nous avons vu avec des patients, c'est que plusieurs en qui on a fait un compte de CD4, c'est que même s'ils avaient un très bas taux de CD4, c'était peut-être associé aux enjeux de la COVID. Alors, c'est un CD4 de moins de 2 ans, mais nous savons que la COVID fait en sorte que je ne pense pas que ces gens-là avaient un bas taux de CD4 avant l'infection, que c'est la COVID qui faisait chuter leur taux de CD4. C'est le prognostic de mortalité plus qu'une causalité et plus une réflexion qu'ils souffraient d'une façon sévère de la COVID-19. Mais oui, ça aurait été bien si nous avions eu les données de CD4 avant la COVID. Malheureusement, nous ne les avons pas. Merci. Et Gilles, une question à laquelle vous pourriez répondre. C'est une bonne question. Est-ce que l'on voit les efforts au niveau des tests, aux tests de la COVID-19? Pouvons-nous intégrer les trois dans une stratégie de test pour le VIH et pour la tuberculose? Gilles. Je pense que c'est une très bonne question. Et c'est définitivement la façon de faire. C'est là où nous devons aller. Je reviens juste à l'endroit où l'on fait cela, où on fait le dépistage de la COVID en même temps que le dépistage de la tuberculose, s'ils ont des symptômes, et également incluant les tests de VIH dans ce dépistage. Je voudrais aussi entendre Norbert nous dire là-dessus. Je pense que c'est peut-être une stratégie nationale en Afrique du Sud. Mais bien sûr, quand on regarde les nombres décroissants de cas de tuberculose et des cas de VIH que l'on trouve, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour moi, la façon de faire dans l'avenir, c'est d'intégrer les tests de VIH, de tuberculose et de la COVID-19, de faire cette évaluation de façon beaucoup plus accentuée. Je suis d'accord. C'est une politique déjà. Nous avons demandé à nos gens d'avoir de nouveaux algorithmes de tests. Et présentement, quiconque commence un traitement de thérapie devrait être testé pour la COVID. Et ceux qui sont négatifs peuvent être testés à nouveau
s'il y a de nouveaux symptômes qui se manifestent à un point ou l'autre. Alors, il y a les données pour la COVID, nous devrions en avoir autant pour le VIH, mais les chiffres sont encore bas. C'est encore du travail en progrès, mais, 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 nous, mais cela va très bien. J'espère que dans les mois à venir, nous verrons les choses se comparer à la normalité. Merci. 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 Laissez-moi le retour à David. David, vous êtes encore là? Oui. Nous avons parlé de la crypto, notre maladie favorite, qui malheureusement, qui est tellement des défis à relever. Il y a des gens qui ont des problèmes à avoir les médicaments 5FC, qui est un médicament oral. Assumant que nous pouvons avoir ce médicament disponible, croyez-vous que cela peut jouer un rôle dans la pandémie de la COVID-19 en raison, bien sûr, du défi d'avoir des traitements intraveineux, etc.? C'est une bonne question. D'abord, le médicament, comme nous le savons, elle n'est pas enregistré dans certains pays, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, il faudrait d'abord que cette drogue soit homologuée, que l'UNICEF, avec son aide, le Centre de contrôle des maladies, si on regarde aux différentes combinaisons pour retracer le fluconazole, la combinaison orale de fluconazole, c'était la deuxième plus performante en temps pour les taux de mortalité pour les gens qui ont reçu cette combinaison. Je pense que c'était environ 25 dans ce groupe de mortalité, comparativement à 34 pour les gens qui ont reçu une autre combinaison de médicaments. Alors, je pense que des deux façons, potentiellement, vous pouvez avoir un médicament qui va jouer un rôle, surtout dans des environnements où les traitements d'intraveineuse peuvent être problématiques. Chez les patients qui ont des méningites cryptocociques, c'est de pouvoir penser aux antigènes de la cryptoco. Et je pense que dans un contexte particulier, ce serait utile pour les patients qui ont la méningite cryptococique si on le combat. Dans le pire des scénarios, si vous le combinez avec le conazole, peut-être que dans le cas où les gens, dans cette pandémie, sont au problème de cryptococique. Merci, David. C'est très important d'avoir accès. Une autre question que nous avons, c'est d'avoir d'autres médicaments auxquels on a des difficultés d'avoir des accès. Pourquoi certains ne sont pas recommandés? Quelle est la place dans les soins? Peut-être, Gilles, peut-être peut avoir des réflexions où nous pouvons utiliser certaines thérapies. Peut-être rapidement. Je pense qu'un des éléments clés, c'était l'accessibilité. Nous savons que cette drogue a été utilisée dans les pays occidentaux depuis longtemps pour la méningite cryptococique. Mais il y avait de toute évidence, et le coût est un enjeu, et c'est aussi seulement dans les mois récents qu'on a pu plaider d'avoir la rendre de façon disponible. Il y a présentement une étude de comparaison, à savoir une dose unique ou une dose combinée. Et
comparer cela, c'est pour environ une semaine et les résultats ne sont pas encore sortis. Je pense qu'il y a environ 200 d'autres patients qui doivent être testés, mais je pense que si on trouve que cette combinaison de deux drogues peut changer l'approche globale pour le traitement pour la méningite cryptococique. Peut-être que les patients devront rester à l'hôpital pour une plus courte période de temps. Même chose, ceux pour associer la tuberculose avec moins de profil de toxicité, en autant que l'on puisse gérer la pression intracrânienne dans un environnement où vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser les manométals, ce serait bon, mais le Labrazol et je pense que ce serait idéalement la meilleure combinaison à utiliser. Merci. Merci, David. Il nous reste environ 10 minutes. Nous allons tenter de le faire de façon rapide. Je vais vous envoyer une rafale de questions avec, nous verrons combien de réponses nous pouvons avoir. Solange, quelqu'un nous pose la question à propos de stigma. Il y a peut-être un point qui est sur, c'est le stigma sur les travailleurs de la santé par rapport aux gens qui travaillent, qui souffrent de VIH et qui ont arrêté les traitements. Est-ce que vous avez des réflexions sur cette stigmatisation et comment on peut travailler là-dessus? Oui, merci. Écoutez, la stigmatisation n'est pas un sujet facile. Je pense que nous le faisons depuis le début de l'épidémie. Et en ces temps sans précédent, et c'est de plus en plus difficile, plus de données ne changent pas la stigmatisation. Si je vous donne plus de données, que si vous faites ceci, si vous faites cela, vous ne serez pas malade, ça ne vous empêchera pas de vous imposer la stigmatisation personnelle, la perception des gens, les croyances. Alors, quand il s'agit de la stigmatisation, c'est là où nous échouons. Nous avons une approche médicale pour nous adresser à la stigmatisation, mais il y a tellement plus à faire. Ce que j'ai vu, et je pense à une étude de 2018, qu'il faudrait avoir davantage de formation pour les travailleurs de la santé, mais ils ont besoin d'une supervision plus supportive. Et je ne sais pas combien nous investissons dans notre système de santé pour nous assurer que les travailleurs de la santé aient l'appui nécessaire pour savoir ce qu'ils doivent faire et puissent le faire. Parce que nous travaillons avec des préjugés qui sont très tranchés. Et ce que nous sentons, c'est qu'il faut aller au niveau local. Parce que les grandes façons d'arrêter la stigmatisation au niveau national, ça ne fonctionne pas. Il faut travailler au niveau des cercles plus restreints, des cercles d'intervention, comment les services sont rendus et que ce soit le plus convivial possible pour les travailleurs de la santé, pour les patients. Et je pense que trouver avoir des champions, des gens sur lesquels on admire, des gens qui peuvent donner l'exemple et qui peuvent peut-être changer les choses, parce que certaines stigmatisations sont internes et d'autres sont des stigmatisations anticipées. Et nous avons fait une étude en 2018 sur l'accès global et nous avons la barrière la plus préventive, c'était encore la stigmatisation du VIH. Formidable, merci. Oui, effectivement, c'est un enjeu qui est vraiment sur lequel nous devons continuer à travailler. Je suis curieux maintenant. Nous avons plusieurs questions au niveau de la médication. Et je sais que vous devez gérer la médication pour des approvisionnements de plusieurs mois. Et je vous lance ça pour peut-être tenter d'y répondre. Comment composez-vous
avec le concept de donner des mois à l'avance de médicaments. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens les prennent? Je voudrais entendre Marianne, Gilles, Norbert, les défis de donner des médicaments pour plusieurs mois à certains patients. Et c'est pas une question de savoir si ça fonctionne ou pas, mais plusieurs pays, plusieurs endroits ont adopté cette approche. Je pense que ça doit continuer, mais nous avons aussi demandé plus tôt que des précautions sur l'impact que cela aura sur les approvisionnements plus loin, surtout en raison des effets à long terme du confinement en Chine et en Inde, parce que la plupart des médicaments et des ingrédients pharmaceutiques proviennent de Chine. Alors, les deux processus, le transport et la manufacture, la production de médicaments, ça a entraîné certains délais en raison des confinements. Alors, il est possible qu'il y aura un effet pervers ultérieurement et c'est pour ça que les gens demandent d'avoir leurs médicaments pour plusieurs mois, mais il y a un risque que les pays les plus fragiles ou qui ont les capacités les plus fragiles, ce seront les pays qui seront frappés les plus forts lorsqu'il y aura un problème d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Merci. Je pense que Alex avait une question de suivi sur le TB-LAM, Gilles. Je pense que nous avons parlé beaucoup dans les précédents webinaires. Je pense qu'une des opportunités potentielles, c'est à la réponse de la COVID-19, c'est de prévoir comment l'utilisation des tests TB-LAM à l'extérieur d'un environnement hospitalier. Quand vous êtes bien placé pour répondre à cette question, mais Médecins sans frontières nous disent que nous avons toujours demandé une utilisation accrue du TB-LAM dans les centres primaires et dans les directives que nous allons dans cette direction. Dans les directives sud-africaines également incorporent l'utilisation du TB-LAM dans les centres de santé de première ligne. Ce qui est nécessaire, c'est, je crois, davantage d'adoption dans l'implantation de ces politiques au niveau national. Le TB-LAM demeure accessible dans plusieurs sites de première ligne en Afrique. Je dirais que c'est l'exception plutôt que la norme de trouver. Et le CRAG, c'est encore pire. Et ça, je pense que c'est un manque d'incorporation dans les politiques, manque de motivation pour le pousser à l'implantation et un manque de financement direct pour ces items. On voit que cela change avec les fonds globaux pour financer le LAM et le CRAG, mais peut-être vous voulez rajouter. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est Norbert, croyez-vous qu'il y a un rôle pour les tests LAM de tuberculose dans le contexte de la COVID-19? Croyez-vous que les LAM ont un rôle à jouer en autant que d'assurer que l'on ait les diagnostics de tuberculose? Je suis totalement d'accord. Nous avons commencé à regarder davantage sur les tests LAM ces temps-ci. Et pendant le confinement, nos directives sur le LAM, dans les sessions hebdomadaires avec nos collègues provinciaux,
ce que nous voyons, c'est que dans les défis, c'est de prévenir l'implantation de l'âme. Et il y a plus de doses qui ont été maintenant acheminées. J'espère que très bientôt, nous aurons un autre manuel. C'est définitivement très important, oui. Merci. Question rapide, Marianne, pour vous, et peut-être à d'autres. Je pense que vous avez présenté des données intéressantes au sujet des risques de VIH. Vous avez fait un commentaire où vous spéculiez, je sais, au niveau de la thérapie intravirale et est-ce qu'il y a des bénéfices? Nous avons plusieurs questions et il y en a une que je vois présent. Est-ce qu'il y a des possibles bénéfices pour les traitements de VIH et de tuberculose sur le dénouement de la COVID-19? Alors, je suis curieux. Qu'est-ce que vous entendez? Quelles sont vos réflexions sur les traitements, la thérapie de VIH qui pourrait jouer un rôle avec la COVID-19? Je pense que c'est une question difficile à répondre, surtout difficile d'y répondre avec nos données parce que nous avons une approche de département de santé. Alors, il n'y a pas vraiment de variation dans les combinaisons, dans nos données pour voir cela de façon sérieuse. Nous avons des variations pour des raisons, des gens qui ont, par exemple, la COVID-19, mais dans notre contexte, presque tout le monde est sur DDF, à moins d'avoir une faiblesse rénale. Et bref, cela va vous... les études de l'Espagne ont été publiées vendredi et ils ont trouvé que s'ils regardent la population avec le VIH, je pense que le résultat d'hospitalisation à la COVID, les gens qui étaient sur un régime de TDF par rapport aux d'autres régimes, qu'ils avaient davantage une grosse comparaison avec les gens qui ont un régime de TAF, tout ce que nous n'avons pas. Alors, c'est difficile à savoir. Aussi, ils n'ont pas vraiment ajusté au niveau des comorbidités en autant que je sois concerné. Alors, excluant le fait que cela pourrait être... cela dit, je pense que le plus important, c'est que lorsque l'on fait des essais au niveau de la thérapie, il y a toujours des risques et il y a des issues. On veut réduire le risque d'avoir la tuberculose et la tuberculose augmente votre risque d'avoir de mortalité. Alors, de la COVID. Alors, certainement, d'être sur une thérapie antirétrovirale est bénéfique en termes de la COVID-19, même si nous avons vu un risque de suppression immunitaire. Mais dans cette augmentation était particulièrement pour les gens qui étaient en soins intensifs, et comme nous pouvons le prévoir, de gens qui avaient déjà une résistance aux médicaments de tuberculose. Alors, être sur des médicaments d'immunosupprimants, je pouvais penser que cela prendra du temps, mais la COVID va être avec nous pour un bon bout. Alors, je pense que pour ce qui est de prévoir l'avenir, c'est important. Et je suis d'accord que c'est extrêmement important d'avoir les gens au-delà de leur médication pour le VIH et pas de leur donner un sens de sécurité, de fausse sécurité, que si vous avez ces médicaments-là, que vous n'êtes pas à risque d'avoir la COVID. Et il faut que vous preniez vos médicaments de VIH pour éviter les complications, mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus en sécurité par rapport à la COVID. Et ce que l'on voit même, ça pourrait même être pire chez ces patients-là. Mais on ne peut pas dire. Je ne voudrais pas donner le message qu'il y a une sorte de protection de
les médicaments, juste parce que je veux qu'ils prennent leurs médicaments de le VIH et tout être en étant conscient que vous pouvez facilement attraper la COVID-19. Nous sommes à la fin, mais je voulais donner une chance à tous nos panélistes. Vous avez quelques mots d'affaires, des conseils, des préoccupations. Prenez une chance. Solange, si vous aviez un mot de la fin, allez-y. Un mot de la fin. Écoutez, je pense qu'à la fin de tout cela, c'est que nous devons nous assurer que nous envoyons des messages clairs à la fin des recherches, à la fin des traitements. Quand vous voyez les patients, les gens doivent comprendre que la COVID, oui, présente, il y a des choses qui changent très rapidement. C'était une maladie pour les vieux, c'est une maladie maintenant pour les jeunes. Il y a une comorbidité. Ça change rapidement. Et je pense qu'il faut envoyer des messages clairs et que ça connecte avec les gens. Il ne faut pas parler de comorbidité. Parlons de sucre. Parlons d'un langage qu'ils comprennent et qu'ils peuvent prendre des gestes nécessaires pour se protéger. Merci. Gilles, commentaires finaux? Oui, je pense que comme Marianne l'a dit, et Norbert aussi, prendre les traitements ont des bénéfices bien au-delà des réductions des risques de la COVID. La COVID n'est pas la seule épidémie qui affecte les gens, mais c'est aussi une maladie qui crée une habilité de fournir des soins de santé de qualité pour les gens qui ont le VIH et la tuberculose. Et il faut augmenter l'intégration du dépistage de VIH, tuberculose et COVID. Et je pense que cela doit être un point central pour les mois à venir. Comment allons-nous ressusciter les services de tuberculose et de VIH dans le contexte de la COVID-19? Merci. David, je pense qu'il y a un besoin de se concentrer sur les défis de l'ère post-COVID. Il y aura définitivement des enjeux avec la stigmatisation, mais aussi avec la disponibilité des médicaments. Et je pense que le panel a fait question de les enjeux de la production de médicaments. Il y a quelques autres médicaments produits en Inde. Et alors, comme le Remdesivir, je pense que nous n'y pensons pas assez, surtout dans le cadre des maladies avancées de VIH. Je pense qu'il faut penser à l'avenir. Merci, très important. Norbert, mot de la fin? Merci énormément. Je pense que pour moi, ce qui est critique pour les programmes de tuberculose à travers le monde, c'est de considérer les traitements oraux, l'option des traitements oraux. Je pense qu'en Afrique du Sud, si nous n'avions pas, nous avions placé tous nos patients sur des traitements oraux, ça aurait été une catastrophe. Je pense que l'éducation des patients, et je pense que maintenant nous devons éduquer nos patients. Et plusieurs d'entre eux ont des co-infections. Si on leur donne traitement oraux, ils feront mieux. Je pense que pas une question seulement d'augmenter leur risque de la COVID. Merci. Et finalement, Marianne, je pense qu'un des messages que nous voulions transmettre aujourd'hui et dans nos recherches, ce n'était pas de créer une alarme pour les gens qui ont le VIH. Peut-être que même nous avions considéré que les risques de COVID étaient plus élevés chez les gens qui ont la VIH et la tuberculose. Ce que nous avons fait, c'est mettre une quantification, que le risque est relativement bas et beaucoup plus bas
que certaines autres comorbidités, alors que même que les gens aient le VIH ou d'autres comorbidités, ils doivent quand même faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'être infectés et ralentir la propagation de la COVID-19. Mais pour les gens qui sont le VIH, n'a pas d'être plus inquiet, mais c'est une question peut-être relativement réassurante parce que nous avons quantifié ce qui aurait pu être un risque énorme, alors que nous savons que ce n'est pas un risque si élevé. Excellent. Merci. Merci tous pour toute une discussion. Nous avons couvert autant que nous avons pu. C'est difficile dans ces webinaires. Je pense que nous avons eu une grande participation de plusieurs. Nous allons tous enregistrer. Nous allons tenter de répondre aux questions. Celles que nous n'avons pas pu répondre, on le fera en ligne. Ayez une bonne fin de journée, de soirée, peu importe où vous êtes. Merci à nos panélistes. Merci. Prenez soin.